Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Joël Leclerc. Il est grand maître dans la confrérie du bon métier des brasseurs. On va parler de bière, alors aujourd'hui, de comment bien la servir, etc. Mais d'abord, abonnez-vous, likez cette vidéo, ça nous soutiendra bien. On commence directement avec Joël. Bonjour Joël, bienvenue. Bonjour Pierre. Dans la cité de la bière, Liège. Oh, une des cités de la bière, oui. Une des cités de la bière. Ça fait longtemps que tu goûtes des bières. Quelques années quand même. Quelques années, combien? Depuis 2003. Alors, on va expliquer un peu aux gens ce que c'est de bien servir une bière. Parce que ça, c'est ta passion, évidemment. Tu vas dans les cafés pour savoir si la bière est bonne, si elle est bien servie et si elle respecte les us et coutumes d'une bière bien servie. C'est quoi bien servir une bière? Pour bien servir une bière, nous on part du concours du BSB. Là, il y a 47 gestes à faire pour servir une bière, mais on ne demande pas tous. Il y a du placement, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est juste le service et la qualité du service. La première chose qu'on regarde, c'est si le verre est bien lavé. Parce que s'il y a des bulles dans un verre, ça veut dire qu'il est sale. La deuxième chose, si la personne dégorge bien, parce qu'il y a des petites bactéries qui vont se mettre dans le tuyau, il faut pas qu'elle tombe dans la bière, évidemment, ça ne serait pas bon. Et puis, bien tenir le verre à 45 degrés, ne pas être trop, ne pas toucher la mousse, ne pas toucher le bec, être suffisamment bas pour aérer, arrêter au bon moment et couper correctement en soulevant à 45 degrés la mousse, pas la rabattre dans le verre, la soulever, et on a un petit dôme qui se fait. Après, c'est le rôle de la dégustation qu'on va s'apercevoir si les eaux étaient propres, si les tuyaux étaient propres. Il y a quelques détails qu'on arrive à voir en dégustant. Alors, ça se joue beaucoup à l'hygiène quand on t'entend. Oui. Le verre, comment est-ce qu'on le lave? À la main alors? À la main, oui. On a 2 mains, donc il faut le laver en 2 mains. On m'a dit la première fois, mais comment veux-tu qu'on travaille comme ça? Ce n'est que la première fois de la journée que vous prenez le verre, il faut bien le laver et le mirer. Si l'eau accroche bien au verre tout le long, pendant quelques secondes, c'est bon. Si à un moment donné, vous voyez que ça part et que l'eau s'écarte, c'est que le verre est toujours sale. Et il faut recommencer. Et on prend les 2 mains, on les lave bien. À partir de là, on peut travailler tranquillement toute la journée. On lave avec un bon essuie alors? On essuie tout ça ou ça laisse des résidus? Non, on ne met pas d'essuie. C'est dans le champagne qu'on utilise des essuies pour laisser les petits plumeçons qui vont, eux, faire des bulles dans le champagne. D'accord. Donc, il faut les sécher sur le côté. D'accord. Donc, avec la bière, pas d'essuie, on le laisse mouiller et on les goûte un peu quand même. On les goûte, oui. Dans les bières pression, c'est toujours verre mouillé. C'est verre sec quand c'est une bière bouteille. Alors, tu me parlais des tuyaux propres. Oui. Ça, c'est quand même assez rare de trouver un café où tu te dis, OK, les tuyaux ont bien été lavés, il n'y a pas de goût dans la bière, de goût parasite. Oui. Tu trouves pas? Alors, ça dépend chez qui on va. Si on va chez des gens qui aiment bien servir la bière, mais sans plus, on risque de tomber avec des tuyaux qui ont entre 4 et 8 semaines d'utilisation sans entretien. Par exemple, chez mon copain Madère à Oreille, à l'Escale, lui, toutes les semaines, il passe une petite bille qui nettoie le conduit. Et alors, quand vous buvez la bière, vous ne retrouvez pas ce goût qui va avec la levure. Donc, c'est impeccable, ça. Et c'est quoi cette petite bille alors? C'est une petite bille en mousse. Ce n'est pas un cylindre, parce que le cylindre, on aura un problème de pression pour le faire passer. Mais cette petite bille-là prend quand même une bonne partie de la levure qui est dans le tuyau. On peut acheter ça, il y a des magasins qui en vendent. Au départ, c'était pour un marchand de boissons soda, quoi. OK. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui font ça? Qui sont aussi méticuleux, tu vois? Les amoureux. Les amoureux. J'en connais quelques-uns, oui. Jusqu'à sur la tête de fût qu'ils arrivent à nettoyer pour ne pas que la bière reste sur le fût quand on met la conduite sous eau. Alors, il y a des gestes à ne surtout pas faire aussi, comme plonger le bec dans la bière. Ça, c'est vraiment le geste à pas faire. Et pourtant, on le voit beaucoup, ce geste-là. Oui. Alors, quand vous faites ça, 2 problèmes. Le premier, les bactéries qui sont sur le bec, ou dans votre bière. Et la deuxième chose, il y a plein de CO2. Vous n'aérez pas la bière, donc elle n'est pas bonne. Et elle donne un peu mal à l'estomac, au ventre, etc. aussi, non? On a l'impression de sucer du fer. Et non, c'est pas digeste du tout. Ouais, c'est Par contre, une bière qui est bien servie, ça se boit facilement. J'ai déjà remarqué ça. Une mauvaise bière, j'en bois 1 ou 2, puis je m'en vais. Hein. Quand elle est bonne, même avec un bypass, j'arrive quand même à en boire 20. Ah bah voilà. Ça passe tout seul. Mais tout à fait. On s'était donc rassemblés il y a 2 ans pour goûter une bière
d'une personne que tu avais mise en valeur avec la confrérie. Cette personne-là, alors, avait passé tous les critères assez bien de la confrérie du bon métier des brasseurs, dont tu fais partie, dont tu es le grand maître. Explique-nous un peu cette confrérie. La confrérie, c'est en 1979 que ça se lance. Les politiques liégeois et les membres de chez Pied de Bœuf, ça ne nous rajeunit pas, décident de faire une confrérie. Pourquoi? Parce qu'il y a le millénaire de la principauté de Liège qui arrive. Pied de Bœuf, ancêtre de Jupiler. Alors, c'était Pied de Bœuf, puis c'était Jupiler, puis c'était Interbou, et puis ça a été ABNBF. C'est ça. Et là, ils décident de remettre un beau métier de la ville de Liège en action, le beau métier des brasseurs. Pourquoi? Pour faire la promotion de la Jupiler et la Nodji. Bière qui a disparu maintenant, mais dont on espère que pour nos 50 ans, donc en 2030, ABNBF nous fera le plaisir de la refaire. Le premier grand maître n'était autre que Jean Van Damme, qui était le propriétaire de la brasserie, puis c'était Jean-Pierre Digneuf. Et en 95, la confrérie a eu des difficultés dans le plus grand monde. C'est Louis Renson qui a fait l'intérim jusque mon prédécesseur, Charlie Bailly. Et moi, je suis arrivé en 2003 et j'ai repris la confrérie comme grand maître en 2009. Et donc, depuis quelques années, vous offrez des prix à ceux qui servent bien la bière. Donc, depuis l'an 2000, nous remettons chaque année une chaume d'or aux établissements qui servent très bien la bière. Et au Liégeois, dont Ceausescu appartient à Ceausescu, c'est fait Éric Jacques, initiateur de cette chaume d'or. En tant que chef des travaux à l'école d'hôtellerie de Liège, il a fait une année de perfectionnement. Et pendant cette année-là, il y a eu une partie de théorie, mais une partie de pratique. Et la partie de pratique, c'était aller dans les restaurants, coter la table, voir si tout était bien mis à sa place. Donc, tout ça avait des points. Et puis, déguster un bon plat. Il est revenu en confrérie, a proposé à Charlie Bailly de transposer ça en chaume d'or et faire ça avec les cafés. Et alors, Charlie Bailly a mis tout en œuvre pour qu'on y arrive. Et en l'an 2000, on descend notre première chaume d'or. Et c'est comme ça que c'est parti. Depuis, même le Covid ne nous a pas arrêtés, parce qu'on les a remis chaque année. Chaque année, alors, à un café, une brasserie. Comment est-ce que ça se passe? Ça dépend un peu? C'est toujours un endroit qui est accessible au public, et facilement accessible. On pourrait le mettre dans un restaurant, mais c'est rare les restaurants qui ont une pompe à bière, c'est plutôt une bouteille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le débit. En fait, je n'en connais pas beaucoup qui ont du débit pour mettre ça dans un restaurant. Donc c'est souvent café, brasserie, taverne, effectivement. D'accord. Le dernier, c'est qui? Alors le dernier, c'est la taverne Saint-Paul, ici à Liège. À quoi est-ce qu'on reconnaît un café qui sait bien servir une bière? La première chose que je regarde en arrivant dans un café, c'est ce qu'il y a sur les tables. Ça, c'est sûr. Si vous avez du vin, du café, un soft, une bière bouteille, c'est déjà pas bon. Le premier juge, c'est pas moi, c'est le client. Et si vous rentrez dans un café et que vous voyez qu'il y a plein de bières partout, là, on peut s'arrêter et commencer à déguster une bière pour voir si réellement elle est bien bonne. C'est le premier critère quand je rentre dans un café, en tout cas. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Il n'y a que des bières sur les tables? Plus énormément. Oh, il y en a de plus en plus, malheureusement. Et c'est une discussion que j'ai régulièrement avec les gens de chez ABNBF. Quand est-ce qu'on remet le service de la bière en route? C'est importantissime. Ça permet aux gens d'avoir un bon produit et qui se boit facilement. Ce n'est pas amer, ça ne tombe pas sur l'estomac, ça change tout. Ça change tout. Remettre le service de la bière en route, tu disais, avec ABNBev? Comment ça? Mais dans le temps, il y avait des cours. Ça s'appelait l'ONDB, l'Office national du débit de la bière, qui est devenu en BSB le bon service de la bière. Et il y a une formation qui se fait. On explique aux cafetiers ou à son personnel comment on sert une bière. Et on leur apprend correctement. Et là, on avait des gens qui savaient servir. Maintenant, on a des gens qui nous servent de la bière comme une eau pétillante. Donc avant, si je comprends bien, les cafetiers, les serveurs savaient comment servir bien une bière parce que ABNBev donnait des formations, quoi. Exactement. ABNBev, Jupiler ou Interbou à ce moment-là. Mais oui, il y avait des formations. Et ça change tout, vraiment tout. Hein. Parce que pour le moment, c'est ce qu'on remarque. On a beaucoup de tricoteurs, c'est-à-dire c'est des gens qui n'arrivent pas à placer correctement leur verre sur leur plat de travail. Et ils sont en train de servir comme ça, et puis ils reviennent comme ça. Alors que ça devrait être un mouvement comme ceci qui est effectué. Donc on voit qu'il y a un manque de formation. Alors, des bières sur les plans de travail, sur les tables, etc. Là, c'est déjà un bon signe. Oui. On est face à une bonne brasserie, un bon café. En parallèle, il faut regarder le serveur. Et autre chose, c'est les clients.
Et les clients, oui. Alors, s'ils ne boivent pas de la bière, c'est pas bon. Hein. Donc, c'est eux le premier juge. La deuxième chose qu'on doit regarder, c'est quand on sert une bière, c'est les bulles. S'il n'y a pas de bulles, le verre doit être propre, toujours. C'est ça. Il ne doit pas y avoir de bulles. Non. Mais en parallèle, les clients, je parlais aussi des habitués. Il faut des habitués dans un café. Oui, je vois où tu veux en venir. Puis, effectivement, en fait, la chope d'or, elle a évolué. Quand moi, je l'ai repris en 2003, c'est ma première chope d'or, jusqu'en 2009, on y était dans une recherche phénoménale. Il fallait faire café sur café. On avait des difficultés de trouver, il fallait en faire beaucoup. Et puis, quand j'ai repris en 2009 la confrérie, c'était un peu compliqué au départ, mais après, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui étaient dans les cafés, comme Feu Pierre Reuter, comme Nico Benedetto. Et quand on rentrait dans un café et que ces personnes étaient dans le café, ça signifiait que la bière était bonne. C'était déjà un indice. C'était des connaisseurs. Ah, absolument. Pierre était dans tous les beaux cafés. Il y en a encore beaucoup des comme ça? J'ai encore Nico, j'ai encore Kevin Beaujean qui est comme ça, oui. J'ai quelques-uns. Il te rencarde alors? Exactement. C'était comme ça, puis maintenant, il y a un petit groupe qui s'est formé, Nico, Kevin, il y en a plein qui nous téléphonent maintenant pour dire, allez un peu dans le café là, elle est bonne, elle est bonne. C'est vraiment, il y a des gens qui aiment toujours bien la bière. Malgré les difficultés des cafetiers, où le prix de la bière augmente, où il y a des contrôles de police, il y a toujours des amateurs de bière, de bonnes bières surtout, et de bonnes dégustations. Et ceux-là, ils nous donnent un coup de main. Ça, c'est chouette pour nous. Au sein de la confrérie, vous devez goûter un maximum de bière, évidemment, pendant l'année. Le but est vraiment de savoir quelle est la meilleure de l'année. Alors, vous faites combien de cafés? On en fait beaucoup moins qu'avant. Avant, on aurait fait 50, 60 cafés. Maintenant, on en fait 10, 15. On a largement assez. Parce que, justement, vous êtes rencardé par des gens qui... oui. Voilà. OK. Très bien. Il n'y a pas que sur ça. Hein. Sur la sortie des nouvelles bières aussi que nous sommes rencardés. Comment ça? Ah oui, quand il y a des nouvelles bières qui sortent, parfois, on nous appelle ou on nous en donne pour les déguster, pour dire un petit peu ce qu'on pense de la bière. Ça nous arrive aussi. D'accord. Donc, il n'y a pas que la Pils. Non. Il y a les autres bières aussi. Ah oui, oui, oui. Est-ce que c'est envisageable, donc pour le moment, vous offrez qu'un seul prix au niveau du service de la bière, hein, de la Pils finalement, hein, c'est ça qui compte le plus. Mais en parallèle, ce serait possible d'avoir le meilleur service de l'IPA et d'autres bières comme ça? Personnellement, j'ai jamais pensé à faire un service pour l'IPA. Par contre, ce que moi j'avais déjà essayé de faire avec la Provesse, c'était de mettre sur les étiquettes un petit logo de reconnaissance de qualité de la bière et qu'elle soit locale. Mais ça a pris un petit peu au départ, puis c'est tombé à l'eau. Et il y a quelque chose que moi j'aimerais bien faire, parce que il y a des concours de bière comme ça où on estime c'est la meilleure bière du monde. Ça me fait toujours bien rire, moi ça. Pourquoi? Parce que toutes les brasseries ne sont pas représentées. Bon, il faut payer pour aller là. Il faudrait qu'on puisse mettre un concours gratuit et que vraiment toutes les bières soient présentes et qu'on puisse déguster, pas tout ça là, on ne peut pas boire tout ça, mais qu'on déguste réellement toutes les bières et qu'on ait vraiment un vrai vainqueur avec toutes les bières et pas seulement avec les participants. C'est intéressant ça, parce que pendant le confinement, on a vu la sortie d'énormément de bières qui étaient issues de mêmes brasseries. Et c'était les gens donc qui se disaient « Ok, je vais créer ma bière, etc. » Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? Elles avaient toutes un peu le même goût finalement. Ah, ça c'est un problème ça. Parce qu'il y a une recette de base. Et alors on boit une bière et on me dit « Goûte un peu ma bière. » Et moi, j'ai fait ma bière aussi. Tiens, goûte un peu, c'est exactement la même. Il y a que l'étiquette qui change, mais ils pensent que c'est différent, quoi. Même si on a mis 2-3 arômes différents, la base est tout le temps la même. Et moi, je suis un amateur de bière, mais qui change vraiment. Il y a vraiment des bières qui me marquent et que j'aime bien, par exemple. Si je vais chez Cursus, une Black Sea, me fait plaisir. Pourquoi? Parce que je n'en boirai qu'une, hein. C'est comme une poste-tout, mais ça sort des sentiers battus. Ça me plaît. Si c'est pour avoir des bières qui se ressortent toutes. Tu l'as remarqué, ça, qu'il y avait énormément de bières qui sont sorties à cette époque-là. Et c'est pas... Bon, voilà. Bah, c'est pas l'idéal, quoi. Vous faites un classement, alors, entre vous, des meilleures bières. C'est très subjectif. Voilà. Kevin Beaujean, qui était dans la confrérie, aimait bien l'IPA. Moi, c'est une bière que je n'aime pas du tout. Peut-être que s'il y avait 50 degrés ici, ça me plairait, mais ça me goûte pas. Je suis pas un amateur de cette bière-là.
Moi, j'aime bien les bières brunes, ce qui ne correspond pas aux jeunes. À l'heure actuelle, les jeunes préfèrent les bières blondes et beaucoup en canette maintenant. Ça change terriblement par rapport aux vieux que nous sommes, quoi. La meilleure bière au monde pour moi, avec tous ceux que j'ai goûté, c'est une Trappiste de Rochefort 10. Ok, très bien. Et ici à Liège, il y a des brasseries quand même qui font bien le travail. Hein. La meilleure bière brune de Liège, toi qui connais bien. Ah, si je devais prendre une bière brune pour faire une activité chez moi, d'ailleurs je le fais, je fais mes boulets de la confrérie du Gai Boulet avec soit une Valdieu brune, soit avec une Youp de chez Grès d'Orche. C'est des très bonnes bières brunes, ça. T'as aussi un classement pour les blondes? Alors, les blondes, c'est un peu plus compliqué. La Brice est excellente également chez Grès d'Orche. Nous avons la Gold chez Belgicus. Et une que j'aime bien aussi, c'est la Blondelette de chez Lacroix, qui me fait 6-2, je crois, qui n'est pas trop forte et qui plaît très bien quand c'est sur des grosses activités. Ok, très bien. Et pour les pils? Il y en a qu'une, hein. C'est la Jupiler, on ne peut pas en citer une autre. C'est mon produit de masse, c'est la meilleure. Bien que, avec critiquer, certains me disent qu'il y a trop de sucre, qui préfèrent une masse. Voilà, chacun ses goûts. On va rester là-dessus. Toi, c'est la Jupiler, ouais. C'est clair. Ok. Et le trip, de temps en temps. Il y a quelques bonnes tripes chez nous aussi. Lesquelles? La 7 Nitouche Noire. On a fait une qui est excellente et la triple de Warsage. Ça, c'est vraiment deux bons produits. Donc ça, c'est juste pour la province de Liège? Pour moi, oui. Voilà. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Je peux encore citer la Pic Trip. Mais voilà, il faut quand même savoir qu'il y a 27 et 28 brasseries liégeoises. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Qui font toutes du très bon boulot quand même, hein. Oui. Si on ne le faisait pas, elle disparaîtrait. À un moment donné, on a vu, explosion de brasseries. Tout le monde voulait faire de la bière, c'était le must, quoi. Ouais, et alors, à l'heure actuelle, on voit que ça redescend un petit peu. Pourquoi? Parce que les produits n'étaient pas top. Et seules les brasseries qui ont vraiment un produit top surnagent un petit peu à ça. Comment avoir un produit d'excellence? La matière première, la qualité de l'eau, la propreté des installations, toujours la propreté. Avec la bière, on retrouve toujours la propreté. Ils ont changé un petit peu le système de bière. Avant, c'était des bières, on les sortait comme ça. Maintenant, on les pasteurise un peu toutes. Pourquoi? Pour pouvoir reprendre un peu la main sur la fermentation qui vient après. S'il y a une bactérie, on la tue. Et on repart vraiment avec de l'ensemencement propre. Et le taux de réussite est plus important. Donc, beaucoup de bières, et notamment Orval, fait ça aussi. Qu'est-ce qui explique qu'en Belgique, on fait de très bonnes bières? On a la qualité, on a le savoir-faire, je pense. C'est un petit peu comme les frites. Il paraît que c'est français, mais c'est nous autres qui faisons les meilleurs. Voilà, je pense que même si l'Allemagne est sidée comme pays de la bière, c'est en Belgique que les meilleures bières sont faites. Est-ce que c'est la qualité de notre eau, la qualité de nos matières premières aussi qui joue? Certainement. Toutes les matières premières ne viennent pas de Belgique, on le sait. Mais il y a une qualité d'eau, le savoir-faire. Et je pense qu'il y a certains éléments dans la fabrication de la bière qui fait qu'on a une petite différence par rapport aux autres. On maîtrise un petit peu mieux le produit. Et ça, c'est important de pouvoir bien avoir le produit en main, comme les épices, le houblon, qui est lourd du brasseur. Tout ça, on doit pouvoir maîtriser. Et je crois qu'on le fait très bien en Belgique. Alors, tu me parles de classement, tu me parles des chopes d'or que vous attribuez chaque année. Évidemment, lorsque la confrérie du bon métier de brasseur vous met en valeur, les gens sont toujours un peu contents, quoi. Vous avez certainement des réactions qui sont chouettes quand vous offrez le prix ou bien quand vous sortez un classement ou quoi. Oui, absolument. On a quelques histoires. En fait, on les embobine quand on arrive. On leur parle comme si on connaissait un peu la région, comme si on faisait des activités qui n'ont rien à voir avec la confrérie. Et au dernier moment, on refait la dernière revisite, c'est la dernière, pour bien confirmer qu'on est bien sûr de notre coup, puis on appelle les gens, puis on se présente, voilà, vous savez qui je suis? Non, je me présente, je vais Leclerc, je suis grand maître de la confrérie du Bon Métier de Brasseur, vous connaissez la confrérie? Non, vous ne savez pas qu'on décerne la chope d'or chaque année, tout ça? Oui, ça, j'ai déjà entendu parler. On vous annonce qu'on vous la remet aujourd'hui. Et alors, on a déjà eu des personnes qui sont parties en pleurs. J'en ai un qui a fait un malaise, ou bien la personne me regarde, elle est perdue, elle ne sait plus comment elle s'appelle, elle ne comprend plus rien du tout. On en a d'autres qui s'en vont,
Ils vont dans la cuisine, ils reviennent avec les yeux tout rouges, ils ont fait le tour du téléphone, on annonce à tous les amis, hey, j'ai la chope d'or cette année. Il y a vraiment des grosses réactions, quoi. Vous l'annoncez le jour même, alors? Non, pas le jour de la remise. On passe un mois avant. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils préparent toute la cérémonie chez eux. Donc, on passe un mois avant et on leur annonce là-bas en petit comité. Alors évidemment, c'est un honneur et en même temps, c'est un bon coup de pouce. Il y a pas que ça. L'honneur, oui, d'avoir une reconnaissance, un bon coup de pouce, parce que pendant 3 à 4 mois, ça va booster le café. Mais c'est un désavantage parce qu'ils sont surveillés. On a toujours notre équipe dont je parlais tantôt, qui passe de temps en temps voir les cafés et qui nous disent un petit peu moins bien là. Alors nous, on va les retrouver et quoi. Donc on les maintient à ce niveau-là. Le but de la chope d'or, ce n'est pas de dire que la bière est bien servie, c'est qu'elle est bien servie tout le temps. Tout le temps, ouais, c'est ça. Donc Okay. c'est vraiment, on donne une adresse, vous pouvez aller boire votre bière là-bas, ce sera tout le temps comme ça. Donc, quand vous souhaitez donc donner la chope d'or à un café, vous y allez plusieurs fois. Oui. C'est quoi? Donc il y a une première visite qui se fait par un membre, il fait une cotation, on peut avoir le deuxième avec lui. Et puis vers le mois de septembre, on arrête les rentrées de café. Et là, on prend les meilleurs. On garde les meilleurs et on fait des revisites. Et là, tout le monde doit y aller. On passe à différents moments, à différents jours, le matin, le soir. Et là, la qualité doit être nickel à chaque fois. Et quand on revient, on remet les poires et on regarde. C'est lui qui a eu le plus de poires, le deuxième. Et on prend premier, deuxième. On va voir le premier. Si c'est toujours OK, on lui annonce qu'il a la chope d'or. Ça nous est déjà arrivé, je crois, à 2 ou 3 reprises. À 3 reprises, on était dans l'établissement. Et la dernière revisite n'était pas bonne. On est arrivé 3 fois. Donc on s'est rabattu sur le deuxième. Oh là, c'était encore bon, quoi. C'était toujours bon. Ok. Ça arrive. Ça dépend un peu des serveurs, etc. aussi. Oui. Et de la période de l'année, je suppose. Une fois, j'étais avec mon copain Cédric et Geert. On était dans un café en train de boire une super bonne bière. C'est Nathalie, une amie, qui servait. Et elle a fini à 16h. Et elle part à 16h, sa collègue vient, jusque-là, on buvait des bières super, et Geert remet un verre, et il prend sa bière, il fait, et Joël, qu'est-ce qui se passe? La bière, elle est pas bonne. C'est la même peau, c'est la même bière, c'est les mêmes bières, mais la bière, elle est pas bonne. J'ai dit, on a changé de serveuse. Ils me disent, c'est pas possible. Et on a bien confirmé, c'était la serveuse qui ne savait pas servir une bière. Après le décernement du prix, tu le disais, il y a de plus en plus de clients, il y a des gens qui viennent goûter cette bière que vous avez primée. Ça les aide bien et je pense qu'il y a beaucoup de cafés qui ont besoin de ça. Oui, absolument. Tu le remarques? Oui, oui. On voit que dans les petits villages, parfois il n'y a même plus de café. On en a encore perdu. Moi, j'habite à Sèvres, on a perdu le café de Sèvres, il y en a de moins en moins des cafés. On les voit de plus en plus fermés, il n'y a plus que dans les grandes villes qui en a pratiquement ouvert. C'est difficile pour eux. Si c'est votre établissement, donc le bâtiment est à vous, c'est votre commerce. Il y a encore moyen de se sortir, mais un jeune qui reprend un café maintenant, il faut avoir les restes solides et c'est pas toujours... Reprendre un café de village, je pense que ça doit être très compliqué. Très compliqué, je pense, oui. Et pourtant, c'est quand même dans notre ADN en tant que Belge d'avoir des petits cafetards, quoi. Un café, socialement, a son importance. C'est là que les gens se rencontrent. Maintenant, vous pouvez regarder. On se rencontre sur Facebook ou autres réseaux sociaux, mais ça ne crée pas des liens. Les liens, ils se font au café. C'est vraiment là. Et ça, c'est l'union du village, c'est le café. Et quand ça disparaît, on a des villages qui ne sont plus aussi charmants et qui deviennent tout doucement des cités dortoirs. On le remarque actuellement qu'il y en a beaucoup qui font faillite d'ailleurs. Tu le remarques toi-même, qu'il y a beaucoup de cafés que tu connaissais qui, année après année, il y a de plus en plus de disparitions. Ce n'est pas un nouveau phénomène. J'ai travaillé dans une société où je dépannais les jeux dans les cafés. Quand on est arrivé, on avait 200 cafés. Et quelques années après, on avait plus d'une centaine. Tous les autres étaient disparus. Donc, effectivement, c'est pas nouveau. C'est dû, il faut le loyer, l'énergie, l'eau, l'augmentation des prix de tout. Donc, ça devient très compliqué, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas que les petits cafés disparaissent? Qu'est-ce que tu leur conseilles, toi? Si je devais donner, bien sûr, travailler la qualité, être super accueillant. J'ai un ami qui s'appelle Digger, qui est dans le front d'un parking. Il est plein tout le temps.
il fait des activités, il se démène. Ben voilà, c'est un petit peu ça la recette, c'est d'être courageux et de travailler des bons produits et avoir une clientèle de fidèles. Je pense que si on n'a pas une clientèle de fidèles, ça devient compliqué. Il faut fidéliser. Avec des événements, t'en parlais. Quel type d'événements? Des petites soirées, évidemment. Ça peut être des repas, mais les repas, c'est moins chouette. Je pense qu'ils travaillent plus avec des soirées. Les soirées, c'est plus à thème et c'est plus agréable pour les gens. Soirée à thème, alors ça fonctionne encore bien dans les villages. Oui. Les cafés à Liège, par contre, ou dans les grandes villes, tu remarques qu'il y a une baisse de qualité? Oui, parce que, comme je disais tantôt, le service n'y est plus. On sert un petit peu n'importe comment. Je vais me faire taper sur le doigt, mais c'est pas grave. Les flexi jobs, je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'on empêche des professionnels d'exercer et de bien travailler en prenant des gens qui viennent d'autres formations et qui viennent servir de manière banale. C'est difficile. J'en connais quand même qui font les deux boulots correctement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ça pose problème à la qualité du service. Ok, mais en parallèle, c'est une réalité de notre société. Les flexi-jobs, ça sauve aussi un peu les patrons pour ne pas engager quelqu'un à temps plein alors qu'il n'en a pas toujours besoin. Oui, mais le flexi-job, ouais, ça sauve un petit peu, mais ce qui a fait mal aux patrons de café, je pense, c'est le Covid. Parce que là, à un moment donné, les personnes qui travaillaient dans l'Horeca sont parties. Elles sont parties ailleurs, chercher des autres boulots. Ils ne sont pas revenus. Ils le disent souvent d'ailleurs, les patrons de café, qu'ils en ont perdu beaucoup. Mais on connaît la vie de l'Horeca. On est payé soit à la semaine, soit le jour même. Donc, on ne tient pas longtemps en période de Covid comme ça. Vous n'avez pas un salaire qui tombe, boum, il faut travailler. Donc, à un moment donné, toutes ces personnes-là ont dû se retourner sur quelque chose d'autre pour vivre. Mais c'est assez dingue parce que je vais pas citer de nom, mais il y a des restaurants qui cartonnent, il y a des cafés qui cartonnent et qui pourtant mettre la clé sous la porte, quoi. Oui. Et ça, c'est peut-être lié à une mauvaise gestion, mais c'est aussi lié, je pense, à des coûts fixes qui sont incroyables, quoi. L'électricité, ce qu'on nous demande, les eaux, les loyers des bâtiments, et malgré tout, parfois, la difficulté à retrouver du personnel, même s'il y a des flexi-jobs, parfois ils ferment parce qu'ils n'ont plus de personnel. De repreneurs, etc., pour les gens qui partent à la retraite. Avant, c'était, on s'en foutait. On perdait sa place à Coquerel, la semaine suivante, on ouvrait un café. Et ça fonctionnait, les gens vivaient de ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je me dis, parfois, il y a ce côté vieillot dans les cafés. Dans son jus, tu vois. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres. Il y en a beaucoup qui se modernisent avec des intérieurs très épurés, etc. Ouais. C'est quoi ton avis là-dessus? Encore là, c'est une question de goût. C'est pas une question franche une réponse franche que je vais pouvoir te donner, parce que moi, si je vais boire un verre, c'est pour être tranquille, pour être bien. Si c'est pour avoir boum, 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 comme musique derrière moi, je n'irai pas. Mais peut-être que jeune, lui, ira, parce que c'est ce qu'il cherche. Donc moi, j'irai plutôt dans un café où je pourrais parler, comme on le fait maintenant, tranquillement, avec un petit verre. Pas d'eau, évidemment, à ce moment-là, certainement une bière. Mais voilà, ça c'est plus mon style. Il y a un café pour tout le monde, finalement. Il y a un type de café pour tout le monde. Alors, on va un peu reparler des confréries. La confrérie dont tu fais partie, dont tu es grand maître. Mais en parallèle, le fait que tu as gravi les échelons de tout ça. Explique-nous un peu. Oui. En fait, quand on est arrivé en confrérie, c'est un petit peu par accident. Et alors, la première fois qu'on est allé à un chapitre de confrérie, on s'est regardé avec mon épouse, on s'est dit, on va pas rester ici, c'est pas pour nous, c'est vraiment pas notre truc. Et si finalement, on s'est bien amusé et on y est toujours. Depuis 21 ans, on était en confrérie. Et je me suis impliqué de plus en plus. Premièrement, en devenant grand maître. Ensuite, je suis devenu le président des confréries liégeoises, la Royale Union de 2016 en 2024. Et en 2024, je suis devenu le président du TG de Boulay-Hébé, c'est-à-dire le président de 5 provinces, Namur, Liège, Luxembourg, Hainaut et Bruxelles-Brabant-Wallon. De toutes les confréries, alors, sur le territoire francophone belge. Belge, oui. C'est ça. Alors, il y en a beaucoup des confréries. On tourne entre 120 et 130 confréries wallonnes. Il y en a pour tout. Il y en a pour tout. Attention, ce ne sont que les reconnus. Il y a encore d'autres confréries qui ne sont pas reconnues.
Comme les foot Saint-Walwich, par exemple, ils ne sont pas encore reconnus, ils n'ont pas demandé pour venir avec nous. Donc il y en a encore beaucoup plus que ça. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour être reconnu? Alors ici, c'est principalement la gastronomie. Il faut un produit du terroir, ça c'est indéniable. C'est partout pareil, c'est le produit du terroir. Alors, il faut un produit qui soit vrai et authentique. Et puis après, si vous voulez mettre un peu de folklore dessus, ça ne nous dérange pas, mais c'est vraiment le produit du terroir. Alors, on a un produit, on peut avoir un deuxième produit d'accompagnement. Et donc, ils font la promotion de tous ces produits-là. Exactement. Quand ils sont aux fêtes de Wallonie, ou bien quand c'est à leur chapitre, ou bien une activité qui est reprise sous l'égide du TGWB ou de l'Union, ils ont le droit de produire ces produits-là, et uniquement ces produits-là. Mais s'il faut une activité personnelle, éventuellement, s'ils ont un autre produit qu'ils aiment bien, ils le mettent avec. Mais en général, on est fiers de nos produits et on garde ces produits-là. Faire partie d'une confrérie, ça prend beaucoup de temps? Oui et non. Ça fait une réunion par mois, plus ou moins. Les sorties, c'est un peu plus hard. On en fait entre 20 et 30. En fait, c'est un problème que nous avons dans les confréries, c'est avec les jeunes. Parce que il faut être un peu impliqué dedans. Et ils sont intéressés, hein, ils viennent et pour leur expliquer on va faire 4-5 activités l'année, et puis ils se rendent compte que, ben oui, mais il faut sortir en confrérie, ça coûte cher, et l'implication, ben, à un moment donné, nous, on n'a pas les moyens, et on ne sait pas faire ce que vous faites. On va arrêter. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes pour qu'ils vous rejoignent malgré tout, même si ça coûte cher? Alors, les confréries sont en pleine réflexion. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres, évidemment. Et on voit quand même qu'il y a quelques confréries, comme les Joiner Joe d'Alléja, qu'il y a pas mal de jeunes qui font partie de cette confrérie-là. Donc je pense que c'est nous autres qui devons changer un peu notre approche dans les confréries. Il faut peut-être faire venir les jeunes et ne peut-être pas leur demander la même chose que les anciens. Peut-être essayer de voir, et moi j'essaie de le faire aussi, tu veux faire du travail pour la confrérie, ok, on fait des activités, si tu es là, c'est très bien. Tu ne sais pas sortir en confrérie, tant pis, on fera quand même avec, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va. Et au lieu de demander tout à tout le monde, c'est peut-être demander un peu moins à certains, un peu moins là, et essayer d'avoir un équilibre un peu plus juste pour que les jeunes puissent venir et pas tout le temps financier, prendre ton temps. Il faut quand même savoir qu'un jeune, il va travailler, les courses c'est le samedi. En gros, si les confréries se mettent le samedi, c'est pas possible pour y aller. Ils ont des enfants, il faut de l'argent pour les enfants. Donc, voilà, c'est toutes des choses qu'on doit faire attention. C'est comme ça qu'on arrivera, je pense, à un moment donné, en arrivant à rétablir un petit peu cet équilibre entre sortie et travail pour la confrérie. Donc, il y a une certaine modernisation qui est en cours. En tout cas, vous y pensez, quoi. Bien sûr. Au départ, on disait, viens au confrérie, on s'amuse bien. Et puis, ils se rendaient compte qu'on devait travailler et qu'il y avait des... Maintenant, je leur dis, ben non. La première chose au confrérie, il faudra venir travailler, il y aura des sorties, peut-être, ça. Mais après, on s'amuse. J'ai remis les choses dans le bon sens. Et ça fonctionne beaucoup mieux par rapport au recrutement. Et en Belgique, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme confrérie? Tu vois, on a la confrérie, vous, c'est la bière. Oui. Il y en a d'autres pour d'autres spécialités de nos localités. Oui. Par exemple? Une Crolejot à Warou. On a les Clouty qui nous Ils font quoi, eux? Une Crolejot, une potée au chouvet. C'est ça, voilà. On a les Clouty qui font une salade liégeoise, les gays boulets qui font des boulets. Donc, il y a quand même quelques beaux produits locaux. La carotte de Warem, les honorables amis des saveurs espiègles de Warem, qui eux ont la carotte, mais régulièrement, chaque année, ils nous font une potée aux carottes. Et donc, le but est de perpétrer un peu tout ça, ces connaissances gastronomiques, et pas que, d'ailleurs. Et un savoir-faire. Voilà. Mais voilà, on va rentrer dans un gros débat. Parce que nous, on est des anciens, on a connu les beaux produits, on sait bien ce que c'est de manger une potine, un boulet, toutes les recettes ancestrales de nos grands-parents. Et les jeunes sont plutôt pour une bouffe rapide. Et je dis bouffe parce que je ne pense pas que certains restaurants qui nous viennent des États-Unis, on puisse appeler ça manger et être nourrir. Donc là, ils aiment bien ça. Et nous, on voudrait bien leur prendre ce goût du terroir. Et c'est là pour le moment, peut-être aussi avec les jeunes, on n'est pas en face. Eux, ils peuvent faire peut-être des plats rapides sur un plateau, et nous, on préfère la bonne assiette. Ok, d'accord, je vois. Un mot de la fin, Joël. Le mot de la fin, les confréries, ça va un peu à contresens de tout ce qu'on prend. Puisqu'on fait la promotion de bière dans des cafés, alors que il y a des policiers qui nous mettent des PV parce qu'on boit trop, parce que on essaie de réunir les gens, alors que pour le moment, les réseaux sociaux les séparent. Donc on est à contre-courant, mais c'est vraiment l'amitié qui prime et c'est vraiment des beaux moments en perspective.
Des bons moments d'amitié et de gastronomie, Bien de sûr. bonne bouffe. De gastronomie, bonne bouffe, on ne dira pas ça, parce que on a toujours des bons traiteurs dans la confrérie. Ce n'est pas un problème, donc on mange très très bien. Bon bah voilà, l'appel est lancé. Si vous souhaitez rejoindre une confrérie, comment est-ce qu'on fait? On contacte la confrérie directement. On peut contacter la confrérie, il y a un site internet pour ça, qui s'appelle confrérie avec un s.be, et vous avez tous les renseignements sur les confréries. Si vous êtes d'une province ou d'une autre, vous pouvez aller voir, il y a chaque province, il y a les villes où ça se situe, et vous pouvez contacter les personnes. Il y a des contacts qui sont pris. Super Joël, merci beaucoup d'avoir été avec nous. D'avoir des renforts pour s'amuser avec nous autres. Merci Pierre. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes, YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve dimanche prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Ciao.